L'homme d'aujourd'hui a du mal à imaginer à quel point la vie quotidienne d'une famille au Moyen Âge était rude et impitoyable. Imaginez que vous êtes parent, en l'an 1400. Un tiers de vos enfants n'atteindra pas l'âge adulte, et vous-même ne verrez peut-être jamais votre 50e anniversaire. Les soucis que nous considérons aujourd'hui comme graves, du manque de temps au prix élevé de l'énergie, pâlissent, en comparaison de la lutte pour la simple survie que menaient aux ancêtres. Dans cette vidéo, vous apprendrez à quoi ressemblait la vie quotidienne d'une famille médiévale de l'aube au crépuscule, quelles souffrances la menaçaient sous forme de famine, de maladies ou de guerre, et à quel point leur destin différait selon qu'ils vivaient dans une chaumière pauvre, une maison urbaine ou un château seigneurial. Nous commencerons par une découverte surprenante. Bien que les familles médiévales vivaient dans un monde de cruauté, elles savaient néanmoins y trouver des moments de joie et d'espoir. Préparez-vous pour un voyage dans le temps qui révélera non seulement les aspects sombres de la vie familiale au Moyen Âge, mais aussi ce que cette expérience peut nous enseigner pour le présent. Tôt le matin, dans l'obscurité, une famille se réveille dans une chaumière rurale. Le froid et une lumière faible filtrent à travers les volets déglingués. La mer souffle déjà sur le foyer d'où s'élève une fumée piquante. Les habitations médiévales n'avaient souvent pas de cheminée. La fumée ne s'échappait que par une petite ouverture dans le toit. Pendant ce temps, le père nourrit la vache maigre et quelques poules que la famille élève. Les animaux vivaient d'habitude près des humains, parfois dans la même pièce, pour les protéger du froid et des voleurs. Les enfants, qu'ils aient 5 ou 12 ans, ne connaissent pas la paresse. À peine ont-ils frotté leurs yeux encore ensommeillés, qu'ils aident déjà aux menus travaux. Chaque membre de la famille avait son rôle. Les petites filles rapportent de l'eau du puits, apprennent à faire de la bouillie, à cuire du pain. Les garçons emmènent les chèvres au pâturage ou rejoignent leur père au champ. Ils ne connaissent pratiquement pas l'enfance au sens moderne. Dès leur plus jeune âge, ils sont considérés comme de petits adultes et doivent y mettre la main, à la pâte. Vers 10 heures du matin, c'est l'heure du premier repas de la journée. On l'appelle le déjeuner, et il est généralement précédé d'une prière ou d'une messe. Toute la famille, y compris les valets ou les apprentis éventuels, se retrouve autour d'une table en bois simple. On y trouve l'élément principal du régime alimentaire médiéval, le pain noir. Comme on agit avec le pain, on agit avec les gens, dit un proverbe du XIVe siècle. Le pain était considéré comme un don de Dieu et bénéficiait d'un grand respect. La famille le chérit donc comme un trésor. Des morceaux de pain sont trempés dans une purée épaisse de pois ou une soupe à l'oignon. La viande est une denrée festive, surtout pour les paysans pauvres. Parfois un morceau de lard fumé pour donner du goût à la bouillie. Dans les villes et chez les nobles, la viande est plus courante. Le bœuf était le plus recherché, tandis que le porc et le mouton étaient jugés inférieurs et plus typiques de la campagne. Même le riche bourgeois respecte le pain comme base du repas, mange à table avec sa famille et ses domestiques. Le repas médiéval obéit à des règles. Tous mangent à peu près la même chose, mais le maître de maison ou l'homme le plus vénérable siège en bout de table et se sert en premier, tandis que les enfants et domestiques prennent place vers les extrémités, loin du centre d'honneur. On mange le plus souvent avec les mains. La cuillère sert pour la bouillie ou la soupe. La fourchette est rare. Avant le repas, tous se lavent symboliquement les mains dans une bassine. L'eau est précieuse, et cette ablution est plutôt un rituel de pureté qu'une véritable hygiène. Après le déjeuner, la famille dit une courte prière, puis chacun retourne à ses obligations. Du printemps à l'automne, on travaille dehors du lever au coucher du soleil. La journée de travail d'un homme médiéval était réglée par le soleil, non par l'horloge. Le paysan se courbe sur son champ à biner les céréales. La sueur coule à flots. L'artisan en ville passe sa journée dans l'atelier. Par exemple, le forgeron frappe le fer chaud, la fumée du charbon brûlé lui montant au visage. Les hommes de toutes conditions sont habitués à passer la majeure partie de la journée loin de la maison. Même le noble voyage souvent sur ses domaines ou part en guerre, si bien qu'il n'apparaît au château que de temps en temps. Les femmes restent de plus proche du foyer, mais ne chôment pas pour autant.
Elle s'occupe du fonctionnement de la maison, ce qui, en conditions médiévales, signifie un labeur constant: cuisiner au feu ouvert, cuire le pain, pétrir la pâte, allumer le four, fabriquer des bougies de suif, tisser et coudre les vêtements de toute la famille, laver le linge dans le ruisseau ou la bassine et s'occuper des volailles ou de la chèvre. Elles surveillent aussi les petits et leur apprennent ce qu'il faut savoir. Les dames nobles ne sont guère mieux loties, même si, au château, elles ont des servantes et des chambellans, la supervision du personnel domestique et leur pain quotidien. La maîtresse de maison doit donner des tâches, contrôler le travail, et surtout diriger la cuisine pour que la famille ne souffre pas. La femme rurale travaille couramment aux côtés de son mari au champ lors des moissons ou aide aux vergers et aux bêtes. Le soir, tous reviennent harassés à la maison. Ils attendent le deuxième repas chaud de la journée, appelé dîner, servi de l'après-midi entre 4 et 6 heures. Le dîner est souvent plus copieux que le déjeuner. Selon les réserves, la famille peut se permettre de manger plus de pain, peut-être un peu de fromage ou de poisson, surtout en période de jeûne. Après le repas, une fois la nuit tombée, il ne reste que peu de temps. Chandelles et torches sont chères, aussi va-t-on se coucher tôt. La famille prie devant une croix accrochée ou une image de saint et tous s'endorment ensemble dans l'unique pièce. Le foyer de la famille pan-médiévale était modeste et n'offrait que le strict minimum de confort. La chaumière ou cabane rurale avait un sol en terre battue et des murs de poutres colmatés de mousse ou de pierre, voire de briques crues. Les fenêtres sont petites, sans verre, au mieux recouvertes d'une membrane ou d'une toile pour éviter les courants d'air. À l'intérieur, peu de mobilier, une table en bois, un banc, un coffre pour les vêtements et les provisions. Les parents partagent souvent un lit avec les plus jeunes enfants, tandis que les aînés dorment sur une paillasse par terre ou sur le poêle, si la chaumière en est équipée. En hiver, il règne une atmosphère enfumée et sombre, mais la chaleur de l'âtre ou du poêle protège un peu du froid. L'hygiène est très sommaire. L'eau doit être transportée à la maison. On l'utilise donc parcimonieusement. Prendre un bain dans la cuve n'est permis qu'occasionnellement, par exemple avant une fête ou l'été dans la rivière. Les enfants se lavent rarement, ils ne font que se rincer les mains et le visage. Dans les villes, il existe certes des bains publics pour les riches bourgeois, mais l'Église met en garde contre l'excès de soins corporels. L'important est la pureté de l'âme. Moinillon et religieuse estiment parfois que la saleté du corps est une preuve de piété. On raconte que certains saints ne se baignaient qu'une fois par an. Dans la famille ordinaire, ce n'était pas aussi extrême, mais la propreté n'était sûrement pas automatique. Les insectes et les parasites étaient omniprésents. Nul n'était surpris de voir les poux trouver leur chemin jusque dans les cheveux des enfants comme des adultes, et l'odeur des corps non lavés faisait tout simplement partie de la vie. Les toilettes, les paysans se soulageaient derrière la grange, les citadins vidaient les pots de nuit directement dans la rue. Il n'est pas étonnant que de telles conditions favorisent les maladies, mais nous y reviendrons bientôt. La vie de la famille médiévale n'était pas faite que de travail et de soucis. De rares moments de détente arrivaient lors des fêtes religieuses, des foires annuelles ou des pardons. C'était l'occasion pour les gens simples de se divertir un peu. On dansait et chantait sur la place du village, les enfants jouaient. Les archéologues trouvent même des jouets simples, billes d'argile, toupies de bois ou poupées de chiffon. Les familles plus riches pouvaient se permettre aussi des loisirs sous forme de jeux de société, théâtre de marionnettes ou parties de chasse. Mais pour le pauvre paysan, la fête était surtout l'occasion de manger à satiété et de se reposer des corvées. Dans la vie quotidienne régnait aussi une foi profonde. Les familles priaient le matin, le soir et avant les repas. Elles assistaient régulièrement aux offices religieux. La religion offrait un réconfort et des explications aux épreuves. Tout ce qui arrivait était la volonté de Dieu. Lorsqu'un malheur frappait la famille, elle cherchait une leçon dans les sermons du prêtre et croyait qu'une endurance patiente des épreuves leur vaudrait un jour une récompense au paradis. Et les épreuves ne manquaient pas. Dans un moment, nous dévoilerons à quel point les coups du sort pouvaient être cruels sous forme de faim, de peste ou de guerre.
Le labeur quotidien était éreintant, mais les véritables épreuves pour les familles médiévales étaient les catastrophes naturelles et tragédies qu'elles ne pouvaient contrôler. La famine, la maladie et la violence se répandaient au Moyen Âge comme une ombre qui pouvait frapper à tout instant la plus paisible des habitations. Il suffisait de quelques étés pluvieux, ou au contraire d'un printemps trop sec pour que les récoltes soient détruites. La famine ne tardait pas à arriver. Les réserves de céréales et de farine s'épuisaient, on faisait du pain avec des ajouts de glands, d'herbes ou d'écorces pilées, et il n'y en avait pas assez. Les gens mangeaient ce qu'ils n'auraient jamais mis à la bouche autrement. Racines, feuilles, bêtes mortes. Les chroniques médiévales décrivent des horreurs que nous avons du mal à imaginer. Sous le règne de Jean de Luxembourg, la Bohême fut frappée en 1318 par une terrible famine, au milieu du chaos des guerres. Le chroniqueur Pierre de Zito a écrit que des villageois désespérés quittaient leur foyer et se cachetaient dans les forêts, tuant des voyageurs et mangeant la chair humaine pour survivre. Cette information terrifiante fut à peine reprise par les chroniqueurs suivants. Cela semblait trop invraisemblable et cruel. Mais les récits de cannibalisme lors des famines apparaissent aussi dans d'autres pays européens. Par exemple, pendant la Grande Famine de 1315 à 1317, qui toucha tout le continent. On raconte que les parents, dans les cas extrêmes, abandonnaient leurs enfants ou commettaient même des actes désespérés pour survivre eux-mêmes. La faim déchirait ainsi les fondements mêmes de la famille. Là où il n'y a rien à manger, la morale disparaît aussi, et le désespoir étouffe les sentiments naturels. Tous ne sont pas tombés aussi bas. Beaucoup de familles se sont serrées les coudes et ont cherché à traverser la faim ensemble, partageant les dernières croûtes de pain et s'entraidant. La solidarité des voisins en temps de famine faisait souvent la différence entre la vie et la mort. Pourtant, l'Europe médiévale porte la mémoire de ces périodes où gisaient dans les champs les cadavres affamés, victimes de la faim, dont les souffrances montrent combien les catastrophes naturelles pouvaient être cruelles dans la période prémoderne. Mais plus encore que la faim, la famille était meurtrie par l'épidémie de peste. Au XIVe siècle, la mort noire, la peste bubonique, frappa et, en quelques années, extermina selon les estimations un tiers de la population européenne. Même notre expérience moderne des épidémies pâlit devant l'ampleur de cette catastrophe. La peste n'avait aucune pitié, elle arrivait soudain dans un village, et en quelques jours, la moitié des habitants mouraient. Souvent même des familles entières disparaissaient jusqu'au dernier membre. Imaginons une famille en 1348. Le père prend de la fièvre le matin, et le soir, la famille entière a du mal à l'enterrer, tant chaque jour on compte de nouveaux morts et qu'il n'y a plus de place au cimetière. La mère regarde avec terreur apparaître d'horribles bubons sur le corps de ses enfants. Elle sait qu'ils mourront bientôt, et il n'y a aucun remède pour l'empêcher. L'aide médicale est presque inexistante. Les guérisseuses proposent des plantes et des prières. Les barbiers font des saignées, mais contre la peste même, les quelques médecins médiévaux haussaient les épaules, impuissants. Après la peste s'abattait souvent une nouvelle famine, car les champs restaient en jachère, le commerce était interrompu. Les familles popos qui survivaient en étaient traumatisées à vie, même dans les meilleures conditions. La vie médiévale baignait déjà dans la mort, mais la peste en fit un véritable combat pour la survie. Outre la peste, sévissaient aussi d'autres maladies, variole, dysenterie, tuberculose, rougeole et d'innombrables maladies infantiles pour lesquelles il n'existait pas de traitement. La mortalité infantile était terriblement élevée. On estime qu'un enfant sur 3 n'atteignait pas l'âge adulte. Les parents devaient affronter la tragédie de la perte de leurs enfants si souvent qu'ils en faisaient presque une habitude. Même les familles nobles pleuraient à leurs bambins. Les rois et reines pouvaient avoir 10 enfants, il n'en survivait que quelques-uns. Les mères risquaient aussi leur vie à chaque accouchement. La fièvre puerpérale, infection postpartum, fauchait les femmes à travers toutes les couches sociales. À peine avaient-elles accouché, qu'elles prenaient une forte fièvre et beaucoup mouraient en quelques jours.
Les enfants restèrent donc souvent sans mère, et les soins du nouveau-né étaient confiés à une parente plus âgée, ou à une nourrice salariée, si on pouvait s'en payer une. Le sort n'épargnait personne. Alors qu'aujourd'hui on qualifie de tragédie ce qui n'arrive qu'une fois dans la vie. Au Moyen Âge, les tragédies faisaient partie du quotidien. Chacun portait dans son cœur la perte d'un proche, qu'il s'agit d'un enfant, d'un frère ou d'un conjoint. La méchanceté humaine ajoutait aussi sa part de cruauté sous forme de guerre et de violence. Les guerres du Moyen Âge n'étaient pas des conflits propres, entre armées quelque part loin. Au contraire, ce sont souvent les civils qui souffraient le plus. Quand une armée traversait la région, les villageois fuyaient dans les bois et se cachèrent dans des grottes, comme le rapportent les chroniqueurs. Les villages abandonnés étaient brûlés par les soldats, les récoltes saisies ou détruites, le bétail abattu. Les familles, qui s'étaient cachées, revenaient ensuite sur des ruines, retrouvèrent leurs maisons en cendres. Déterminées à repartir de rien, elles pleuraient les membres tués ou emmenés en esclavage. Cela arrivait lors de raids. Par exemple, l'invasion tatare au XIIIe siècle laissa la Moravie orientale ravagée et emmena de nombreux captifs. Lors des conflits internes, comme les guerres hussites en Bohême, ce sont parfois les voisins qui mourèrent de la main d'autres voisins. Il suffisait d'une différence de confession ou de loyauté pour que la famille villageoise devienne victime de massacres ou, au contraire, prenne elle-même les armes. En dehors des temps de guerre, la violence ordinaire menaçait aussi. Sur les routes, des brigands armés attaquaient et tuaient les voyageurs. Les villes n'avaient pas de police permanente. Celui qui sortait la nuit dans les ruelles sombres risquait une agression. La loi et les peines étaient cruelles, si bien qu'un criminel capturé subissait souvent une exécution publique ou la torture. Même les enfants et familles assistaient parfois à ces spectacles, ce qui laissait une impression rude. La vie n'avait guère de prix. Quand un paysan se rebellait contre le seigneur ou ne faisait pas sa corvée, il pouvait être fouetté, emprisonné au château, voire pendu à titre d'exemple. Les paysans étaient considérés presque comme la propriété de la noblesse. Ainsi, les répressions du seigneur faisaient partie de la vie de la famille asservie. Un soupçon de sorcellerie ou d'hérésie suffisait, et la famille tombait dans le collimateur de l'Inquisition. Même si les procès de sorcellerie n'ont culminé que plus tard, déjà l'Église médiévale n'hésitait pas à agir durement contre ceux dont la foi déviait de la ligne officielle, ce qui pouvait couvrir toute la famille de honte et de misère. Malgré toutes ces horreurs, les familles médiévales ont trouvé des moyens de résister à l'adversité du destin. La cohésion familiale et communautaire était forte, parents et voisins étaient proches et s'entraidaient. La foi en Dieu donnait le réconfort d'une récompense céleste après les souffrances terrestres. Une vie quotidienne dans le danger formait les gens à l'humilité et à la résilience. Et bien que la vie fût cruelle, l'amour humain et l'espoir n'avaient pas disparu. Les bras maternels offraient refuge aux enfants, même dans les pires périodes, et les pères étaient prêts à défendre le foyer au péril de leur vie. Nous savons désormais quelles épreuves difficiles affrontèrent les familles du Moyen Âge, mais leur destin différait-il selon qu'elles étaient pauvres ou riches? Regardons maintenant les différences entre chaumières, maisons de bourgeois et demeures nobles. Le Moyen Âge était une époque très hiérarchisée. La famille dans laquelle on naissait déterminait toute sa vie. Une famille paysanne de la couche la plus basse affrontait des conditions totalement différentes de celles d'une famille de riches marchands en ville ou d'un seigneur noble au château. Dans chaque couche sociale, l'enfance et la vie familiale étaient fondamentalement différentes, mais toutes partageaient la préoccupation de la subsistance et de la survie. Familles rurales, pauvres, paysans, serfs. Leur vie était la plus dure. Ils habitaient dans de petites chaumières de bois ou des cavernes semi-enterrées, où une seule pièce servait de cuisine, chambre et atelier. Les familles étaient souvent nombreuses, 5, 7 enfants ou plus n'étaient pas rares, car il fallait des bras pour aider, et les parents savaient que tous ne survivraient pas à l'enfance. Leur alimentation était très simple, pain de seigle, bouilli de céréales ou de légumineuses, choux, oignons, navets.
La viande n'était consommée que quelques fois par an, parfois un cochon à la fête du village, une carpe à Noël, et le lait ou le fromage était plutôt vendu au marché pour payer les impôts. Le quotidien était fait de labeur aux champs, dès l'aube, de soins au bétail et d'interminables travaux domestiques. Les enfants des familles pauvres ne connaissaient pas les jouets de leurs pères nobles. À la place, ils gardaient les oies, ramassèrent du bois et apprenèrent le métier de leurs parents dès leur plus jeune âge. Ils recevaient très peu d'éducation. Au plus, le curé du village leur enseignait des prières et les bases du calcul. L'illettrisme était la norme. Si le paysan avait un peu de terre, quelques champs, il la partageait généralement entre ses fils, ou transmettait la ferme à un unique héritier, et les autres devaient repartir travailler ailleurs. Le statut social du paysan était le plus bas. Il dépendait du seigneur, ne pouvait quitter le domaine sans permission, devait payer la dîme à l'église et des redevances au seigneur. Sa vie était rythmée par la corvée et les saisons. En cas de sécheresse ou de grêle, la faim menaçait. Si la guerre éclatait, le village était en première ligne. Pourtant, beaucoup de paysans étaient fiers d'être les nourriciers du royaume. Leur travail faisait vivre tout le pays. Les liens familiaux étaient forts chez eux, et la dépendance mutuelle les soudait. Les enfants respectaient leurs parents, et il était attendu qu'ils les prennent en charge dans leur vieillesse, car il n'existait pas de retraite. Familles bourgeoises, artisans, commerçants. En ville vivait une minorité de la population, mais leur niveau de vie était globalement supérieur à celui des ruraux. Les bourgeois habitaient dans des maisons de pierre ou à pans de bois, la maison a plusieurs pièces, souvent un atelier ou une boutique au rez-de-chaussée et des chambres à l'étage. La famille d'un artisan, mettons un cordonnier ou un boulanger, avait un revenu plus stable grâce à la vente de ses produits. L'alimentation des bourgeois était plus variée. Outre le pain et les bouillies, ils consommaient de la viande au moins une fois par semaine, beaucoup de poissons. Les villes étaient souvent situées près des rivières. Et aussi des gourmandises importées comme des épices, du miel, du vin. Les vêtements étaient de meilleure qualité. Ils portèrent du drap, parfois orné de galons. Les femmes avaient des bonnets, les hommes des chapeaux de feutre. Les enfants de bourgeois avaient plus de chances d'avoir une instruction. Dans les grandes villes, il y avait des écoles paroissiales ou municipales où les fils des citoyens aisés apprenaient à lire, écrire et compter. Mais la plupart du temps, les enfants apprenaient aussi par la pratique. Le fils reprenait le métier du père. Souvent, il partait en apprentissage chez un autre maître du même métier. La fille de bourgeois se préparait au rôle de maîtresse de maison. Parfois, elle aidait à l'entreprise familiale. La vie citadine offrait à la famille un certain confort. Accès aux soins médicaux, il y avait des barbiers et apothicaires, marché de toutes sortes de produits, et aussi une vie sociale. Des fêtes de corporation aux visites à l'église ou à l'auberge où les bourgeois aiment discuter des nouveautés. Les familles urbaines avaient plus de liberté d'ordre juridique que les paysans. Le bourgeois était personnellement libre, soumis aux droits de la ville, pouvait se déplacer et commercer. Mais la vie en ville avait ses risques. Incendies fréquents des maisons en bois, épidémies qui se propageaient vite dans les ruelles exiguës, sans compter des disparités sociales évidentes. Près des riches patriciens vivaient aussi des journaliers pauvres dont les familles souffraient comme les paysans. Mais si la famille faisait partie d'une corporation, elle jouissait d'une certaine stabilité et considération. Les bourgeois tenaient aussi à la morale et à la discipline. Le conseil municipal sanctionnait les troubles. On inculquait la discipline aux enfants. Les jeunes compagnons, toutefois, avaient parfois tendance à vouloir s'amuser au détriment des consignes du maître. On se lamentait alors que la jeunesse était trop dissipée. Déjà au Moyen Âge, les générations âgées estimaient devoir brider les jeunes. On retrouve des textes exhortant les parents à ne pas gâter les enfants et à les éduquer dans l'obéissance. Famille noble, maison seigneuriale au château ou au manoir. Au sommet de la société trônait la haute noblesse et les familles royales. La vie des nobles semblait incomparablement meilleure. Richesse, luxe,
domesticité, festins, vêtements somptueux. C'est vrai, la famille noble vivait dans un château de pierre ou une maison fortifiée, disposant de multiples salles, salles de réception, chambres, chapelles, cuisines, chambres fortes, armureries. Les nobles portaient des étoffes chères, velours, brocart, des garnitures de fourrure, les dames des robes richement brodées, et des bijoux en or. Ils étaient servis par de nombreux domestiques, cuisiniers, serviteurs, chambellans, gouvernantes pour les enfants, écuyers. La cuisine des nobles était la plus riche. Chaque jour sont servis de la viande de chasse, le gibier étant considéré comme un mets raffiné, du pain blanc de froment, des épices exotiques d'Orient, du vin étranger. Les enfants nobles avaient même leur propre menu, et les nourrices veillaient à ce qu'ils mangent des plats nourrissants. Mais même une position élevée ne protégeait pas la famille des cruautés de l'époque. L'enfance des nobles était aussi brève que celle des autres. Les garçons, dès 7 ans, partaient servir dans une autre cour seigneuriale, comme pages, où ils s'initiaient au combat, tandis que les filles étaient souvent promises, dès 12 ans, à des unions politiques. Les nobles atteignaient certes plus souvent l'âge adulte que les pauvres, une meilleure alimentation et hygiène y aidant. Mais la mortalité, lors de l'accouchement, touchait aussi les familles royales. Les reines mouraient en couches comme les paysannes. Les parents nobles perdaient fréquemment des enfants. Le roi Charles IV, par exemple, enterra plusieurs de ses enfants morts jeunes, et il n'était pas rare qu'un noble donne le nom d'un enfant décédé à un nouveau-né par tristesse. L'éducation des enfants nobles était stricte et formelle. Ils grandissaient plus avec des précepteurs et des domestiques qu'avec leurs parents. Ceux-ci les voyaient aux cérémonies et se souciaient surtout du prestige de la famille. Les pères nobles éduquaient leurs fils aux vertus chevaleresques, leur apprenaient l'escrime, l'équitation, la stratégie militaire, car le devoir de l'homme noble était de défendre le royaume et de combattre. La guerre touchait donc aussi les familles nobles, les maris partaient à la guerre, et bien des dames administraient seules le domaine, anxieuses du sort de leurs conjoints. Les intrigues et luttes de pouvoir pouvaient détruire des lignées. Une bataille perdue ou une rébellion avortée signifiait la confiscation des biens, l'exil, voire l'exécution du chef de famille. En revanche, la haute noblesse pouvait se permettre l'éducation par des savants. Certains nobles savaient lire et écrire, collectionnèrent des livres, soutenaient les arts. Les enfants nobles avaient des jouets et du temps libre dont les paysans pouvaient seulement rêver. Ils jouaient dans les jardins du château, apprenaient la danse, la musique, la chasse aux faucons. Les différences entre la vie des pauvres et des riches étaient donc abyssales en termes de confort et de possibilités. Pourtant, sur un point, tous les mortels étaient égaux. Confrontés à la peste, à la faim ou à la mort d'un être cher, même un prince devait admettre qu'il souffrait comme n'importe quel paysan. La société médiévale n'autorisait guère la mobilité sociale. Le fils d'un serf ne pouvait pas simplement devenir noble. Une exception existait si un garçon très doué entrait dans les ordres et montait dans la hiérarchie. L'Église offrait une instruction et permettait exceptionnellement à une famille pauvre de gagner du pouvoir par un siège d'évêque. Sinon, toute sa vie, on devait rester dans la même couche sociale que celle dans laquelle on était né. Cette imperméabilité des classes nous paraît aujourd'hui injuste. Mais au Moyen Âge, elle était perçue comme l'ordre naturel du monde, voulu par la divine providence. Chaque famille, pauvre ou riche, devait suivre les principes chrétiens et remplir les tâches de sa condition. La vie familiale médiévale était sans conteste cruelle et imprévisible. Ils vivaient chaque jour sur le fil entre la vie et la mort, avec un minimum de certitude. Pourtant, dans ces conditions difficiles, naissèrent des liens familiaux et de voisinage solides qui aidaient à survivre et à préserver l'humanité. Aujourd'hui, nous vivons dans un tout autre monde. La médecine sauve la plupart des enfants. Nous ne craignons ni famine, ni peste. Nous avons un toit et de l'eau chaude à portée de main. Pourtant, il n'est pas inutile de relier l'expérience médiévale à notre époque. Prendre conscience de la misère qui régnait jadis au quotidien aide à davantage apprécier ce que nous avons.
l'abondance alimentaire, l'hygiène moderne, la paix, le confort. Nos ancêtres devaient lutter âprement pour nourrir leurs enfants. Aujourd'hui, nos préoccupations portent plutôt sur comment motiver nos enfants à l'école ou limiter le temps passé devant les écrans, au lieu de craindre s'ils survivront à l'hiver. Bien sûr, il existe toujours des épreuves et des tragédies familiales, mais comparé à l'incertitude permanente du Moyen Âge, nous bénéficions d'une sécurité et d'une protection incomparables. Nous pouvons aussi admirer la résilience et la foi des gens du Moyen Âge. La prière quotidienne, les traditions, la solidarité donnaient un sens à la vie, même dans la souffrance. La famille type moderne peut tirer de leur exemple une leçon de cohésion. À l'époque, les gens restaient unis parce qu'ils y étaient des contraints. Aujourd'hui, il arrive que des familles se brisent pour des banalités, peut-être aussi parce que le destin ne nous pousse plus autant au mur. L'histoire montre combien les conditions de vie sont changeantes. Ce que nous tenons pour évident, par exemple, que tous nos enfants atteindront l'âge adulte, était pour les parents du Moyen Âge un songe jamais exaucé. Tourner le regard vers le passé inspire donc humilité et gratitude. En conclusion, on peut dire que la vie de la famille médiévale était effectivement cruelle, pleine de labeur, de souffrance et de crainte. Mais cette vie recelait aussi de l'amour, de l'espoir, et l'effort d'assurer à ses proches un avenir meilleur, fût-ce dans l'au-delà. Les pères et mères du Moyen Âge nous ont transmis un héritage de ténacité et une foi inébranlable, celle que même dans les temps les plus durs, il vaut la peine de rester soudés. Qu'on vive dans une masure sous un château ou dans un appartement moderne, la famille demeure un refuge face à la cruauté du monde. Prendre conscience de tout ce qu'ont traversé nos ancêtres nous aide à mieux apprécier le monde d'aujourd'hui, et à ne pas oublier que l'histoire des familles est l'histoire de la conquête des obstacles par l'amour, le travail et l'espérance.